Hello hello. Si je vous dis traversée de l'enfer, sauvetage de baleines, dealer armé et construction de radeaux. Bienvenue dans Galère ton voyage, en mode série d'été de Famille et Voyage, le podcast. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados. J'ai survécu aux crises dans l'avion et aux négociations dignes du GIGN pour avancer de 3 mètres. Jusqu'au 3 septembre, mes anciens invités, et des auditeurs, vous racontent en vocal leurs pires galères, mais aussi des moments forts ou improbables, en famille ou pas. À écouter sans modération, alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous, ça aide vraiment le podcast. Allez, c'est parti pour l'histoire du jour. Hello Camille. Salut Stéphanie. Comment ça va? Eh ben ça va. On va parler du Japon, où vous étiez l'été dernier, d'une belle galère dont tu te serais bien passé, hein, ça c'est sûr, mais ça peut permettre à nos auditeurs et auditrices de faire attention à certaines choses pour que ça n'arrive pas. Est-ce que tu peux nous présenter la voyageuse que tu es? Alors la voyageuse que je suis, c'est une voyageuse qui voyage avec son mari et ses 3 enfants, quasiment exclusivement comme ça. Hein. Parfois on voyage à tous les 2, mais enfin c'est plutôt très très rare. Donc depuis qu'ils sont tout petits, je les emmène un peu partout et je suis une voyageuse un peu compulsive. Et je dirais que plus je vieillis, plus je le deviens. On peut dire ça, je pense. C'est pas très rassurant pour nos finances. Mais voilà, ouais non, on voyage beaucoup et notamment depuis 2 ans là où j'ai pris une dispo dans mon poste pour pouvoir voyager sur les vacances scolaires puisque j'ai un mari prof. Donc j'ai envie d'utiliser ce temps qui est disponible avec lui avant que mes enfants grandissent trop. Voilà, donc on voyage beaucoup et je suis une voyageuse qui prépare énormément ses voyages, très très longtemps en avance parce que c'est un plaisir absolu pour moi d'aller fouiner partout les bons plans, les beaux endroits, les choses à faire que parfois tout le monde ne fait pas. Tu vois, j'essaye vraiment de mixer. Du coup, ça me demande beaucoup de préparation et je me projette énormément en fait dans ces voyages et ça peut expliquer en partie une des grandes déceptions qu'on a vécues cet été. Forcément, en tout cas sur le moment, ça a été difficile parce que mes voyages ils sont pas improvisés quoi. Ils sont vraiment minutieusement préparés. En tout cas, moi c'est comme ça que j'aime voyager parce que c'est ce qui me donne le sentiment de ne pas passer à côté de certaines choses précieuses. Voilà ma façon de faire, en fait. Oui, alors compulsive, ça je confirme, hein, c'est sûr, mais c'est tellement chouette. Rappelle-nous l'âge de tes enfants. Alors, mon aîné a 16 ans, bientôt 17. C'est Basile, Félix a 13 ans et Zoé 8. Oh, c'est des pauvres enfants. Ils ont vraiment pas de chance de partir à toutes les vacances scolaires. C'est ça. Je t'avoue que c'est vrai que les 2 grands commencent tout doucement à me dire que ils seront contents que ça ralentisse l'année prochaine pour pouvoir aussi profiter des copains, des cousins et tout ça, tu vois. Mais moi, je leur ai dit là, vous m'accordez 2 ans, on part sur toutes les vacances scolaires pendant 2 ans et après, je vous libère. Trop gentil. Bon, on va partir au Japon, puisque c'est là que ça s'est passé. Est-ce que tu peux nous remettre juste le contexte? Vous êtes parti combien de temps? C'est arrivé au bout de combien de temps? Et où vous étiez, du coup, quand c'est arrivé? Donc, en fait, c'était un grand voyage, puisqu'au début, c'était un voyage qui passait par l'Australie, les territoires nord, là où on était dans un contexte beaucoup plus sauvage. Et puis, on était arrivé depuis 5 jours. C'est un voyage de 3 semaines. On commençait par 4 jours à Tokyo. Enfin, moi, j'étais contente de quitter un peu l'effervescence de Tokyo, qui est hyper dépaysante et super chouette à vivre. Mais je savais qu'au Japon, j'attendais plutôt le côté la ruralité, tu vois, les traditions, les beaux paysages de campagne du Japon. Et donc, on arrivait sur la presqu'île de Izu. On devait passer 3 jours, en fait, avant d'enchaîner le voyage sur les Alpes japonaises, puis Kyoto, puis Hiroshima, Miyajima, etc. On avait tout à fait un circuit comme ça, mais c'est vrai que cette partie Izu était, tu vois, un petit peu à part parce qu'elle fait pas partie des circuits que font classiquement les touristes français quand ils vont au Japon. Du coup, pourquoi tu es allée là-bas? Qu'est-ce qui t'a attirée? J'étais tombée en fouillant des blogs, j'étais tombée sur une blogueuse qui avait décrit cette péninsule qui était super jolie. En fait, c'est vraiment des sentiers côtiers, tu vois, un petit côté, on va dire un peu entre la Corse et la Bretagne, tu vois, dans ce genre de paysage, avec des paysages assez accidentés. Et puis, comme partout au Japon, il y a énormément de sources chaudes thermales dans cette zone-là de la péninsule, donc des onsen naturels partout, moyen d'aller se baigner dans des cascades, dans des zones chaudes, d'aller faire des super randos. Enfin, l'idée, c'était vraiment prendre un bon coup de iode dans ce coin du Japon. Et puis j'avais loué en fait une petite maison sur un Airbnb qui était super abordable en plus. C'était Pogno sur la falaise, tu vois, la petite maison. Et donc, si tu veux, je m'étais dit ah ouais, non mais là c'est top quoi. On va être en haut d'une colline sur une petite maison comme ça qui domine la baie et on va se faire de la rando pendant 3 jours sur ce coin-là. C'était ça le projet en fait.
Juste après Tokyo, j'imagine que c'était vraiment le truc où tu avais vraiment envie de te poser, d'être au calme, et c'était l'endroit parfait pour ça, du coup. C'est ça, sauf que du coup, en termes d'accessibilité, tu vois, c'est un petit peu particulier, et donc il fallait qu'on loue une voiture. Donc, en fait, on avait pris le train depuis Tokyo jusqu'à une ville qui s'appelle Atami, au début de la péninsule, au nord de la péninsule. Et à Atami, on avait loué une voiture. Et l'idée, c'était d'avoir cette voiture-là pendant 3 jours, de la rendre à Atami, puis de reprendre un train après pour les Alpes japonaises, et de continuer à louer pendant 3 jours dans les Alpes japonaises, pour pouvoir rayonner comme on le souhaitait dans les Alpes japonaises, avant de reprendre à nouveau un train qui nous ramènerait à Kyoto, où là, la suite du périple était plutôt prévue en train, effectivement. Bon, il s'est passé quoi? Alors, nous avions donc loué notre voiture. Ça faisait, je pense, peut-être 3 heures qu'on avait la voiture, qui était pas une mince affaire, tu vois, parce que quand même, tu t'entends en japonais, tout ça, donc c'était pas assez évident, mais on avait réussi à avoir tout ce qu'il fallait, on avait embarqué les enfants, et puis on avait commencé à rouler sur la péninsule et à se diriger vers l'endroit où on devait dormir. Et puis j'avais dit à Pierre que j'avais repéré sur ce fameux blog qui m'avait fait découvrir la péninsule de Izu, un petit onsen. Alors les onsen, c'est les petits bains chauds à base d'eau volcanique en fait que tu trouves partout au Japon. Alors t'en as des ultra sophistiqués, très modernes, façon spa de luxe, tu vois, et t'en as aussi des complètement artisanaux. Et c'était le cas de celui-là. C'était vraiment un petit onsen, moi j'appelle ça un petit onsen de poche, tu vois, dans une petite cabane posée sur une plage de galets, dans un village de pêcheurs. Donc pour moi, c'était le kiff absolu. Et je me dis, oh la vache, comment c'est son premier onsen dans ce contexte, tu vois, je trouvais ça hyper, enfin voilà, c'était un rêve pour moi, quoi. Et donc, en fait, il est à peu près 17 heures et mon homme me dit, bon, ok, donc on se gare, on sort les affaires de la voiture, on arrive c'est une plage, enfin vraiment, c'est une plage isolée, il y a personne, tu vois, on arrive et puis on comprend qu'en fait, il faut prendre ses propres serviettes, que c'est vraiment un truc artisanal, il y a même pas de dame à l'accueil, il y a juste un petit sac et puis tu comprends qu'il faut mettre une pièce dans le sac et puis on te fait confiance, tu rentres et puis voilà quoi. Or, on avait oublié les serviettes dans la voiture, donc mon mari me dit oh franchement, on y retournera demain et tout. Puis moi, je fais la lourde, j'insiste. Je dis allez, sérieux, si, là on est trop bien, on est tout seul, regarde, c'était un ciel gris, tu vois, de fin de journée. Enfin bon, le contexte était très poétique, donc j'insiste. Donc il dit ok, on y retourne. Donc on retourne à la voiture, on va chercher les serviettes, on revient. Et puis là, alors mon mari, faut être honnête, était pas hyper enthousiaste à l'idée parce que ce que je vais préciser rapidement, c'est que dans les onsen, t'es tout nu. Alors c'est pas évident pour tout le monde en fait. C'est clair. Là, voilà. Donc mon aîné, par exemple, tu vois, Basile, il a pas voulu, donc lui, il a dit moi je reste dehors, donc il est resté dehors. Et puis Félix, qui est fan du Japon, avait quand même envie d'essayer. Et donc c'est séparé bien sûr, hein, hommes et femmes. Donc Pierre et Félix sont allés côté homme, moi je suis allée côté femme avec Zoé. Et donc là tu rentres, tu vois, tu pousses un petit rideau, il y a pas de porte, hein. T'as des petites étagères, des paniers, tu te déshabilles, tu mets des affaires dans un panier. Et puis, tu arrives sur ce tout petit bassin de volcanique où il y avait déjà une dame, moi, quand je suis arrivée. Une dame qui avait une 60aine d'années, je pense, et qui se baignait là, tranquille. Et donc, on a profité de ce moment-là avec Zoé, où t'entends la mer qui roule derrière, et t'es dans ce bain chaud. Enfin, c'était vraiment génial, quoi. Alors, on était séparés des hommes par une cloison, si tu veux, donc on se voyait pas du tout, mais j'entendais, en fait, Pierre et Félix qui papotaient un tout petit peu. Donc, je leur dis, ça va. J'entends qu'ils me disent oui et tout, donc je me dis c'est chouette, ils profitent, ouf, je vais pas me faire enguirlander, tu vois, je me dis ça va, ils ont vaincu l'obstacle de la nudité, a priori ils s'en sortent, c'est tout, mais je savais pas qui y avait avec eux. Et puis je faisais mes petites photos avec ma Zoé, tout ça, on était tranquille. Et puis la dame qui était avec nous sort, commence à se rhabiller, et puis j'entends Pierre qui me dit bon on va sortir, donc je dis bon ok d'accord on va sortir. Il sort, et je comprends que lui sort de l'eau avant nous. Et puis d'un seul coup, j'ai Pierre qui me dit Camille. Et je dis quoi? Il me dit on nous a volé la sacoche. Et alors là je dis quoi? Enfin tu vois, je me dis qu'est-ce qu'il me raconte quoi? Je comprends pas comment c'est possible qu'on nous ait volé une sacoche dans cet endroit si tu veux. Enfin tu vois vraiment on est seul quoi. Moi je comprends pas. Il me dit je te promets on nous a volé la sacoche. Donc là je sens que c'est la panique générale. Donc je me rhabille en vitesse. On se retrouve devant le onsen tous les deux. Et là je sens Pierre qui est hyper mal. Et qui me dit, mais c'est sûr, on m'a volé la sacoche. Et là, j'essaye de comprendre. Je dis, mais t'es sûr que tu l'as pas oublié dans la voiture? Il me dit, mais non, je l'avais mis sous mes vêtements dans le panier, etc. Bon. Donc là, si tu veux, grosse panique. Moi, sur le moment, je veux pas du tout y croire. Alors, ce qu'on va quand même tout de suite dire, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette sacoche? Oui, c'est pas n'importe quelle sacoche. C'est pas n'importe quelle sacoche. En fait, mon homme est un gros flippé du vol en général et du vol d'argent en particulier. Et donc, en fait, et là, ça a été notre bêtise, il avait tout centralisé son liquide, notre liquide
qu'on avait pris pour tout le voyage dans cette sacoche, parce qu'il veut l'avoir toujours avec lui, tu vois. Et donc, il n'était pas question pour lui de le laisser dans la voiture. C'est vrai qu'avec nos réflexes d'Européens, on laisse pas les choses dans la voiture, tu vois. Bon, en fait, après coup, on aurait largement dû laisser ça dans la voiture, mais bon. Et tu vois, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, il est flippé à fond du vol, et en même temps, je crois qu'on s'est retrouvé dans ce contexte-là, hors du temps, où on n'a pas du tout imaginé qu'il pouvait y avoir de problème de sécurité. Puis t'es tellement inondé quand tu vas au Japon par l'idée que les vols n'existent pas au Japon, que t'es en parfaite sécurité là-bas. Et donc nous-mêmes, on s'est fait un petit peu embrigader là-dedans, si tu veux, que je crois que sur ce moment-là, il était bien, et donc il n'a pas une seconde douté qu'il pouvait y avoir un problème avec le fait de mettre sa sacoche sous ses vêtements. Il les avait cachés sous les vêtements dans le fameux panier. Sauf que dans cette sacoche, il y a en fait, je vais le dire clairement, il y a 3 000 euros. En fait, il y a 1 500 euros de liquide. Alors pourquoi, on va me dire, mais pourquoi vous avez pris autant de liquide d'un coup? Parce qu'en fait, au Japon, tu payes énormément les choses en liquide. Il y a des endroits dans les villes qui prennent les cartes, bien sûr, mais dès que tu vas dans les zones un peu plus campagnardes, c'est tout en liquide. Donc on avait un peu calculé tout notre budget pour les 3 semaines, et on s'était dit on prend 1 500 euros de liquide, et on avait pris tout d'un coup pour limiter les frais, tu vois, de prélèvement. Donc on avait fait le change en France en fait exprès pour ça, pour justement faire de l'économie maximale. Mais c'est vrai que la contrepartie, c'est qu'on se retrouvait avec une grosse somme d'argent liquide sur nous. Et les autres 1 500 euros, c'était pas du liquide, c'était tous nos billets de train, qu'on appelle le JR Pass. Donc pour tous ceux qui projettent là le Japon, et je sais que tu vas y aller bientôt. Voilà, le JR Pass, c'est un pass que tu achètes pour toute la durée de ton voyage, qui est valable dans tout le Japon, où tu te reprends le train, et c'est un tarif préférentiel touriste que tu peux, et là ça a son importance, n'acheter qu'une seule fois. C'est un passeport, un pass. Voilà, point. Et c'est une fois. Et donc c'est quand même cher, parce que tu vois, c'était quand même 1 450 euros pour nous 5 pour les 3 semaines de voyage. Et en fait, ce JR Pass, tu l'actives le premier jour de ton voyage en train. Et donc nous, on l'avait activé le matin même pour quitter Tokyo et pour arriver à Atami. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, mais ça on l'a découvert qu'après, on l'avait pas bien compris sur le moment, c'est des petits tickets en papier. Alors c'est ça qui est dingue au Japon, c'est que le Japon est capable de choses extrêmement modernes comme d'un archaïsme assez primitif, un peu déroutant, tu vois. C'est-à-dire que là, le JR Pass que tu as payé 1 450 euros, c'est un ticket papier par personne. Il ne faut pas perdre ce JR Pass. Tu n'as pas le droit de te le faire voler parce qu'on ne te le remplacera pas. Même si tu l'as payé, et même si c'était juste un bout de papier. Tu vois, il n'y a pas d'équivalent online ou autre de ce truc. Sauf que nous, ça, on l'a compris qu'après. Donc là, effectivement, mon mari est au bord du malaise, en fait. Clairement, il me dit, je me sens mal. Je me dis, merde, il va me faire un malaise sur la plage. Et moi, sur le moment, je veux pas y croire. C'est-à-dire, je me dis, mais on va la retrouver, cette pochette. Tu vois, je me dis, le gars, il va avoir piqué le liquide, et il va nous balancer le reste, parce que, alors, oui, il y a nos JR Pass, il y a nos permis de conduire, il y a toutes nos cartes bancaires. Nos 3 cartes bancaires étaient dedans, parce qu'en fait, la mienne que je portais d'habitude sur moi, je lui ai donnée, je pense, avant de rentrer dans le onsen pour le mettre dans la sacoche. Tu vois, le truc bête. Et voilà. Et après, plein d'autres choses dedans, mais qui ont beaucoup moins d'importance. Donc moi, j'y crois pas. Je pense que le voleur en question va nous avoir rendu la pochette quelque part. Et donc, Pierre commence à courir dans les alentours pour voir si le mec a pas jeté la sacoche. Moi, je parle rapidement avec le couple. En fait, donc la dame qui était avec moi dans le onsen, elle était avec son mari, et le mari était avec Pierre dans l'eau, en fait. Et par chance, c'est un couple de retraités qui parlent un peu l'anglais. Donc je leur explique la situation, et eux, très vite, appellent la police. Et là, je commence à me dire, ouh là là, on est en train d'appeler la police, c'est que c'est en train de vraiment pas bien tourner notre histoire. Je commence à avoir vraiment des craintes sur le fait qu'on va peut-être pas retrouver cette pochette, mais bon, tu vois, on est encore dans cette optique-là. Et Basile nous raconte, et donc on comprend ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand Pierre s'est mis dans l'eau, il y avait 3 autres personnes dans l'eau avec eux, alors que moi j'étais toute seule avec une dame. Et parmi ces 3 personnes, il y avait le monsieur à la retraite qui nous a aidés par la suite en appelant la police, et il y avait 2 autres hommes. Et en fait, un des hommes est sorti de l'eau 5 minutes avant Pierre, et manifestement, c'est lui qui a piqué la sacoche, parce qu'en fait, il est passé devant Basile, tu sais, qui était dehors, qui nous attendait, et Basile me dit, ouais, j'ai vu un gars. Alors, ce qui était un peu étonnant, c'est qu'il était torse nu, et ça se fait pas du tout au Japon. Il était tatoué, et ça ne se fait pas au Japon. Et il avait une serviette roulée dans les mains, dans lesquelles il avait en fait probablement caché la sacoche, et il est passé devant Basile avec un petit sourire un peu narquois que Basile n'a pas compris tout de suite. Donc Basile est parti aussi en disant, il y a des caméras de surveillance, on va le retrouver. Puis Basile avait vu, et Pierre et Basile finalement ont vu son aspect physique, donc on avait encore l'espoir de le retrouver. Donc voilà, la police arrive. On est donc dehors avec là, il est 18h, tu vois. Donc il y a d'abord 2 policiers qui arrivent, puis après il y a un renfort de 2 autres qui arrivent. Et là commence notre grand sketch. C'est-à-dire que on fait connaissance avec la police japonaise de campagne. Le de campagne peut avoir son importance. Ah oui, ça a vraiment son importance. Alors je sais pas comment ils sont à Tokyo, mais là clairement, en fait, c'est-à-dire que là vraiment, on est rentré d'un seul coup profondément dans ce que c'est que le Japon. C'est-à-dire que les
policiers japonais de campagne, effectivement, ne savent pas ce que c'est qu'un vol. C'est dingue. Mais en fait, ils ne sont pas formés à ça, du tout. Donc toi, tu les appelles, tu crois qu'ils vont vite aller envoyer une patrouille pour patrouiller dans le village, parce que clairement, on s'est dit, le mec, il est pas loin. Tu crois qu'ils vont aller regarder les caméras de surveillance, parce qu'il y en a quand même partout au Japon, même dans les campagnes et tout ça, et en fait, pas du tout. Ils ne font absolument rien. Ce qui les intéresse, c'est uniquement savoir ton nom, ton prénom, ton identité. Sauf qu'en plus, comme ils parlent pas l'anglais, en fait, sincèrement, ils ont mis 2 heures sur le bord de la route à noter notre nom et notre prénom. Parce que il fallait passer de nos lettres européennes au kanji, tu vois, et que pour eux, c'était l'enfer, en fait. Tu leur présentes un passeport, ils savent pas lire ce qu'il y a dessus, en fait. Tu vois, c'était horrible, quoi. Alors, on faisait avec Google Translate. Heureusement, on avait un peu de réseau. On avait une pocket Wi-Fi qui nous permettait de capter, tu vois. Mais même en fait, Google Translate, faut être honnête que quand même, c'est des fois assez mauvais. Et donc, dans ce genre de situation, on sentait bien que tout ce qu'on disait à Google Translate, ça traduisait pas du tout comme il fallait. Et je pense qu'on a aggravé la situation. Alors, la première vraie grosse difficulté à laquelle on a été confrontés, c'est qu'en fait, comme on leur a dit ce qui avait été volé et qu'on leur a dit qu'il y avait nos permis de conduire, eux, leur première réaction, ça a été, selon la loi japonaise, vous ne pouvez plus conduire la voiture de location parce que vous avez besoin du permis de conduire original pour conduire la voiture. Pourtant, j'avais une traduction en japonais de mon permis, c'est ce qui est requis. Et c'est ce que tu fais directement quand tu arrives au Japon, tu l'as fait à Tokyo, j'imagine. Non, je l'avais fait avant. Ah, t'as pu? Ouais, il y a des sites internet qui te proposent le service, en fait, où tu peux le faire avant, et ça m'avait été envoyé chez moi, donc c'était super, tu vois, j'avais ma traduction. Donc moi, tu vois, un peu naïf, je me dis non mais c'est bon, on a la traduction japonaise, c'est pas très grave si on n'a plus l'original. Eh ben non. Et là, on a été confronté à la première rigidité absolue du système japonais, c'est tu n'as pas ton permis original. Ils étaient au courant, qu'on leur a dit, c'est niet, c'est terminé. C'est-à-dire qu'ils ont même plus voulu qu'on mette la clé dans le contact. Ça faisait donc 3 heures qu'on avait la voiture de location. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Parce que ça fait déjà beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Mais tu vas voir que c'est rien à côté de ce qui s'enchaîne. Je sais bien, mais est-ce que t'aurais pu imaginer une seconde que là, t'étais que au début? Ah non, parce qu'en fait là, moi, je suis désespérée dans le sens, là, je crois qu'à ce moment-là, je suis désespérée parce que on a perdu beaucoup d'argent et que ça, je trouve ça écœurant, si tu veux. Bon, ça, c'est une chose. Mais à ce moment-là, je crois que je suis encore dans l'espoir. Premièrement, qu'on retrouve la pochette. J'y crois vraiment. Je me dis, c'est pas possible. Il va lâcher la pochette quelque part. Donc, je crois encore à ça. Et je crois encore, parce qu'en fait, je réfléchis à la française. Et c'est-à-dire que je crois qu'on va trouver des solutions avec de la négociation. Ce d'autant que j'ai la police avec moi qui est là pour être la garantie qu'on a bien volé tout ça, si tu veux. Donc, dans ma tête, je crois qu'à ce moment-là, je commence à être désespérée. Alors, je commence quand même à pleurer. Au bout de 2 heures sur le bord de la route avec les policiers où je vois que rien n'avance, je pleure, clairement. Il y a un moment donné où je craque. Mais je crois qu'au fond de moi, j'ai encore un petit espoir. Alors, j'appelle l'ambassade quand même. J'ai appelé le consul à Tokyo. Il y a un numéro d'urgence, en fait, que tu peux appeler. Bon, qui a été très sympa au téléphone. Il a décroché rapidement. Mais lui, il m'a fait comprendre que grosso modo, comme j'avais un toit pour la nuit, puisqu'officiellement j'avais une location, j'étais pas dans une situation désespérée, si tu veux. Et lui, en plus, pensait que on pourrait avoir accès à un bureau Western Union à Atami, à la fameuse gare où on était arrivé, et où de la famille pourrait nous envoyer de l'argent. C'était ça qu'il pensait. Bon, en fait, pas du tout. Il n'y a pas du tout de Western Union à Atami. Je crois qu'il y a 4 Western Union en tout et pour tout sur tout le Japon. Et encore, on n'a jamais trouvé celui de Kyoto. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, c'est pas du tout si évident que ça. En tout cas, là où on était, c'était pas possible. Alors, la deuxième problématique, c'est que, en fait, on n'a plus un sou sur nous. C'est-à-dire plus un yen, plus un euro, plus de carte bancaire. Donc, plus aucun moyen d'avoir accès à de l'argent, en fait. Donc, concrètement, j'explique aux flics que premièrement, comment on va faire pour aller à notre location, qui est grosso modo, je crois, à 6 kilomètres. Il fait nuit, là, ça y est, la nuit est tombée, et qu'en fait, on n'a rien à manger. C'est très bête, mais alors, tu vas me dire, on peut faire jeûne un soir, c'est pas un drame, mais bon, quand même, dans ce contexte émotionnel, si tu veux, tu te dis que c'est compliqué. Et là, arrive la petite dame du onsen, c'est-à-dire la propriétaire du onsen, qui était une petite dame âgée, qui arrive et qui est un peu bouleversée d'entendre ce qui s'est passé. Et en fait, on comprendra d'autant mieux pas plus tard en fait qu'elle est d'autant plus bouleversée qu'en fait, on a compris que normalement la loi japonaise fait que les propriétaires de onsen sont censés mettre à disposition des casiers à clé ou à cadenas pour leurs clients. Et elle, c'était pas le cas en fait, si tu veux, mais ça, nous on savait pas. Donc je pense qu'elle s'est sentie d'autant plus mal à l'aise et d'autant plus mal de ça. Alors d'abord, tous les Japonais qu'on a croisés se sont sentis extrêmement mal de ce qui nous est arrivé, comme si pour eux c'était une injure personnelle, tu vois, vraiment. C'est ça qui était très touchant aussi dans cette histoire, c'est que en fait, tu te dis, ça aurait été l'inverse, tu vois, des Japonais qui se seraient fait piquer leur sac en France. Je crois qu'on n'aurait jamais été capable d'autant d'empathie qu'ils l'ont été.
Et ça me bouleversait beaucoup aussi. En fait, tu vois, je pleurais à la fois d'être écœurée de ce qui nous arrivait. Je pleurais du fait que je comprenais bien que Izu, je pouvais faire une croix dessus, si tu veux. Je pleurais à l'idée de me dire peut-être que le voyage s'arrête parce qu'en fait, si on n'a plus aucune solution pour prendre du train, on peut plus circuler, on n'a plus d'argent, on n'a plus accès à l'argent, comment on va faire? Et je pleurais en même temps de ces petites marques que tu verras, je vais vous décrire régulièrement, d'attention et d'empathie qui nous ont été distribuées par ce peuple japonais avec lequel on est vraiment rentré en contact du coup, avec cette histoire-là. Et donc tout était très émotionnellement, c'était vraiment les montagnes russes. Et en fait, cette petite dame, elle s'en va et elle revient avec une enveloppe. Et elle me fait comprendre que c'est pour moi, que c'est de l'argent en fait, et qu'elle nous donne cet argent. Et moi, je suis très très mal à l'idée d'accepter ça parce que je dis mais non, je peux pas. Puis surtout sur le moment, je peux pas du tout lui rembourser si tu veux, donc je sais pas comment faire. Et elle me fait comprendre, alors là c'est vraiment le regard qui parle, que c'est pour nous, que c'est comme ça, et qu'il faut que je l'accepte, et que je sens que ça la répare elle, si tu veux. Donc j'accepte l'argent, mais je regarde même pas combien il y a dedans à ce moment-là. Tu vois, moi je me dis, elle nous a mis peut-être l'équivalent de 20 € pour qu'on s'achète à manger ce soir. Bon, en fait, il y avait 200 €. Donc c'était quand même énorme qu'elle nous donne une somme pareille. Et donc la police nous emmène en voiture de police jusqu'à notre logement. Ils m'escortent pour aller que je m'achète à manger. Donc en fait, on redescend dans un petit supermarché du village. Et là, je me retrouve à faire mes courses dans un rayon avec 2 policiers derrière les fesses. Là, c'était un peu moi la coupable. J'étais là, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Et tu sens que les gens autour qui sont au supermarché, ils te regardent un peu bizarre quand même, tu vois. Les touristes escortés par la police pour faire ses courses, c'était quand même bizarre. Donc là, je suis quand même pas hyper à l'aise. Je fais mes petites courses pour le soir, j'improvise des pâtes, le moins cher possible, bien évidemment, puisque voilà. On se retrouve entre nous dans cette petite maison de Pogno sur la falaise qui en plus était vraiment adorable. Enfin, tu vois, on rentre et là on voit cette maison où je me dis mais quel gâchis quoi. Enfin vraiment, tu vois, quel gâchis de pas pouvoir profiter de cette petite maison trop mignonne avec la salle de bain, la japonaise, la vue. C'était vraiment génial. Et donc, on se retrouve, moi je repleure, je crois, une grosse partie de la soirée. Et puis surtout, on essaye de mettre en route toute la problématique d'assistance, puisqu'avec notre carte bancaire, on était censé avoir une assistance d'urgence financière qu'on n'a jamais eue. Et ça, c'est une autre partie du problème. Bref, donc on était là-dedans avec des échanges WhatsApp avec tous nos copains, toute la famille, tu vois, pour expliquer la situation. Et moi, j'étais vraiment désespérée parce qu'à ce moment-là, je voyais pas de solution. Alors, j'ai une copine qui avait fait plusieurs fois le Japon, qui connaissait bien, qui m'avait dit mais si, vous allez vous en sortir. Il y a un super réseau de bus et un super réseau de trains, vous allez y arriver, et tout ça. Donc, en fait, elle avait raison, mais sur le moment, moi, j'arrivais pas à l'imaginer parce que j'avais tellement timé mon voyage que je voyais pas comment je pouvais le redessiner avec les bus et les trains qui forcément ne te donnaient pas les mêmes délais de voyage. Bon, bref, c'était un peu compliqué. Le lendemain, on a rendez-vous au commissariat pour déposer plainte, officiellement. Donc, j'ai encore cet espoir que le lendemain matin, ils vont nous dire, on a retrouvé la sacoche, on a retrouvé le voleur, on a fait une enquête toute la nuit. Oui, c'est un peu ce qu'on voit dans les films, en vrai. Ouais. Bon, c'était bien que dans les films. Puisque le matin, la police vient nous rechercher, alors les mêmes. Donc on se dit, waouh, en fait, ils sont couchés tard et ils sont à nouveau quand même au taf, tu vois, bon. Donc à 8h, ils viennent nous prendre. Donc en fait, Pierre et moi, et on laisse les enfants à la maison, tu vois, parce que de toute façon, on dit ça sert à rien qu'ils viennent avec nous à la police. Sauf que ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'on va passer 8 heures dans le commissariat de police. 8 heures dans un commissariat au Japon, dans la campagne. Tu parles pas la langue. Je peux même pas imaginer parce que ça paraît 4 mois en fait, ces 8 heures. C'est ça. Moi, j'avais l'impression d'être dans un sketch. Je me suis dit mais c'est sûr, il y a une caméra cachée quelque part, c'est pas possible, tu vois. Enfin vraiment. D'abord, on est rentré dans le commissariat et en fait, un tout petit commissariat de campagne, il y avait une affiche sur le comptoir. Et cette affiche, mais elle m'a fait mourir de rire. Alors à ce moment-là, je ris encore parce que j'ai encore de l'espoir, tu vois, que les choses vont s'arranger. Et en fait, c'est une affiche, si tu veux, où c'est vraiment, c'est la caricature, tu sais, d'une équipe de flics avec le commissaire et les deux sous-fifres qui sont derrière en mode harakiri, tu vois, qui font des signes, tu vois, genre on va vous arrêter. Et ça fait vraiment mauvais film japonais, tu vois, mauvais film policier japonais. Ça fait vraiment ça, sauf que c'est l'affiche officielle en fait. Et là, je me dis, on est mal barré. Enfin, tu vois, vraiment là, je me dis, aïe, je sais pas vers quoi on va, mais je suis pas sûre que ça va porter beaucoup de fruits. Bon. Après, ils sont gentils, tu vois, enfin, ils essayent de faire comme ils peuvent. On sent qu'ils sont à la fois très, très gênés de ce qui s'est passé, parce qu'en fait, c'est un déshonneur absolu pour leur commune, majeur. Hein. Pour eux, je crois que ça leur a marqué toute leur vie et toute leur carrière de policier, cette histoire. Et en même temps, c'est comme ça au Japon, quand t'es derrière l'uniforme, quand t'es derrière l'administration, quand t'es dans ta position professionnelle, tu ne dois montrer aucune forme de sentiment. Du coup, c'est dur pour moi à ce moment-là parce que moi, je suis vraiment au bord des larmes, tu vois, et je sens que j'ai aucun répondant affectif en face, en fait. Et ça, on n'a pas l'habitude, nous, tu vois, nous Français, Latins,
on a l'habitude qu'on aide dans ces situations, même si c'est quelqu'un en uniforme. Tu vois, quelqu'un en uniforme va te montrer son empathie, va être en capacité de ça. Là-bas, c'est pas possible. En fait, il se passe déjà une première heure avant qu'on arrive à avoir l'interprète au téléphone, parce qu'il travaillait avec une interprète française. Donc, enfin, non, elle était pas française, elle était japonaise, mais elle parlait très bien le français. Et donc, ça a été un premier pas important parce qu'on a enfin pu s'exprimer, expliquer ce qui s'était passé, raconter, etc. Sauf que là, ça a été un sketch absolu parce que, bah oui, tout ce qu'on devait donner comme info pour déposer plainte, ça prenait, mais franchement, je sais pas te dire, dès qu'on disait 3 mots, il leur fallait 15 minutes derrière de traduction pour arriver à l'écrire. Et en fait, elle m'a expliqué, la traductrice, effectivement, en fait, en japonais, c'est des sons qui doivent traduire après en kanji. Donc, tout simplement énumérer mon nom et mon prénom et mes prénoms. Et là, j'ai maudit mes parents de m'avoir mis 5 prénoms. C'est les prénoms de mes mères, mes grands-mères, ma marraine, tout le monde sur le passeport. Et les Japonais, ils vont au bout. Et bah, Pierrette, on a mis 15 minutes à écrire Pierrette en kanji. C'est mon deuxième, c'est le nom de ma maman. Et là, intérieurement, je me dis, non, mais je rêve, c'est un sketch, c'est pas possible, au secours, quoi. Enfin, vraiment, on s'en sort. Et là, tu sais que ça va être long. Là, tu sais que ça va être long. Alors, ça va être très long pour ça. Et ça va être très long parce que moi, alors certes, il y avait la plainte dont on avait besoin pour notre assurance, mais il y avait aussi la problématique que j'avais espoir que la police réussisse à négocier des choses pour nous. La première chose que je pensais qu'on pourrait négocier, c'était tout simplement qu'on pourrait garder la voiture 3 jours. En fait, ça a été absolument impossible. Mais même pour eux, en tant que policiers, c'est pas imaginable. Tu vois, en fait, la loi, c'est la loi, quoi. Il y a aucun contournement de la loi. Et même si notre permis nous a été volé par quelqu'un du Japon et que quelque part ils se sentent responsables de ça, ben c'est tout, c'est comme ça. Donc très vite, on a dû faire une croix sur cette histoire de voiture. Alors par contre, ils étaient assez fiers et ça l'interprète nous l'a expliqué parce que la seule chose qu'ils ont réussi à négocier, et pour eux, je pense que c'est un exploit international parce qu'en fait la négociation c'est pas du tout leur culture. L'idée même de négocier ne leur vient pas à l'idée en fait. Mais quand même, ils ont obtenu que la société de location vienne chercher la voiture sans qu'on ait à payer ça. Parce que normalement, c'était à nous de payer le fait que la société de location vienne rechercher sa voiture. Voilà. Ils voulaient même pas que nous, on l'amène. Parce que moi, j'ai dit, on va la ramener, la voiture. Non, on n'a pas le droit de conduire, tu vois. Non, t'as 30 kilomètres à faire, tu vas pas les faire. Donc voilà. Donc ça a été notre tout petit espoir de la journée, c'est que on n'a pas eu à payer le rapatriement de la voiture. Mais en fait, très rapidement, j'ai voulu qu'ils rentrent en contact avec la société de JR Pass. Parce que je comprends du coup au fur et à mesure de mes recherches que effectivement a priori les billets c'est perdu définitivement et qu'on pourra pas, et en fait je finis par rentrer en contact grâce à eux avec une des gérantes de la société qui parle anglais et j'explique ma situation et en fait elle c'est pareil, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc elle me dit non, et alors je comprends surtout, et c'est ça qui me désespère, c'est qu'on ne peut pas les racheter. Tu n'as pas le droit de les racheter. Donc là, mais je dis mais j'ai quoi comme solution? Je dis vous êtes en train de me dire qu'on m'a volé mes billets de train au Japon pour que je puisse voyager au Japon, et là vous êtes en train de me dire qu'en fait je n'ai pas le droit de racheter le billet JR Pass. Alors elle me dit bah non, vous pouvez racheter chaque segment, mais évidemment chaque segment c'est pas du tout le tarif JR Pass. Donc là je lui dis mais je sais pas comment on va faire. Enfin vraiment j'étais perdue. Et heureusement elle me tend juste une dernière petite perche à la fin où elle me dit vous pouvez éventuellement peut-être, ça dépend qu'est-ce que vous faites comme suite du voyage, mais si vous voyagez vers l'ouest, en fait après le Japon il est divisé en secteurs géographiques. Et t'as le JR Pass général, mais t'as aussi le JR Pass régional. Et donc, elle dit, vous n'avez pas le droit de racheter un JR Pass national, mais vous avez le droit, par contre, d'acheter un JR Pass régional, puisque celui-là, vous l'avez pas encore acheté. Donc, toute la partie ouest, donc tu vois, Kyoto, Onomichi, Miyajima, Hiroshima, tout ça, vous pouvez racheter ça. Bon, je me dis, peut-être qu'on a un début de solution que quoi qu'il arrive, dans tous les cas, on se faisait avoir au niveau financier, c'était l'horreur, si tu veux. Si on voulait continuer le voyage, on avait cette option de se dire on peut racheter les JR Pass Ouest. Bon voilà, la journée passe comme ça. Et ça, elle te l'a dit au bout de combien de temps de négociation? Oh, j'ai pleuré avec elle au téléphone pendant 15 minutes, je pense. Où elle finit par me sortir cette au moins solution-là. Commencer par ça? Ouais, j'aurais bien aimé. Mais en fait, je pense que moi, j'étais dans une telle négociation de démarrage sur le fait que, est-ce que vraiment, elle peut pas faire une exception, me renvoyer les tickets, tu vois, enfin, moi, je pensais effectivement qu'il y avait que la possibilité, d'acheter des nouveaux segments, en fait. Mais je savais pas qu'il y avait les passes régionaux. Et puis, je pleurais pas mal, donc ils m'ont amené des mouchoirs quand même. Ça a duré 8 heures sans un verre d'eau, sans manger. Eux non plus, hein. Alors eux, pour le coup, ils sont d'une discipline incroyable, hein. Ils n'ont pas mangé non plus, n'ont pas pris un verre d'eau, etc. Et voilà. Et alors c'était horrible parce qu'il fallait tout décrire pour cette plainte, c'est-à-dire fallait décrire le moindre détail, c'est-à-dire ta carte bancaire, est-ce qu'elle était dorée et bleue, est-ce qu'elle était bleue avec un bord rose, est-ce qu'elle était les lettres en doré, enfin tout comme ça.
Donc, je t'avoue qu'à un moment donné, j'ai dit, punaise, je vais pas leur dire qu'il y a mes cartes de réduction, parce que ça n'intéresse personne et ils sont capables d'aller me demander de décrire chaque carte. Donc, j'ai arrêté là. Pour moi, c'était ubuesque. Enfin, vraiment, on vivait un truc de fou. Et alors, en parallèle de ça, heureusement, j'ai commencé en même temps qu'on faisait notre dépôt de plainte à rentrer en contact avec des gens qui nous ont super aidés. Et c'est vraiment le revers de la médaille de cette histoire, c'est que on a vécu des choses finalement très très fortes avec des gens qu'on connaissait pas et qui ont été d'une aide absolue. Alors d'abord, cette interprète qui a passé 8 heures avec nous au téléphone, également, de son côté. Je pense qu'elle a fini par se lier d'affection avec notre histoire. Et vers la fin de l'après-midi, alors qu'on est toujours au poste, elle me dit, je peux vous parler. Enfin, elle continue à me parler. Elle me dit, voilà, en fait, je suis dans mon appartement et depuis ce matin, je suis avec ma maman qui est avec moi dans l'appartement et qui écoute toute la conversation et qui a écouté tout mon travail, en fait. Et ma maman, elle veut vous prêter de l'argent pour que vous puissiez continuer le voyage. Donc là, moi, je suis un peu estomaquée. Et puis, tu vois, on te dit prêter de l'argent, tu n'as aucune idée de combien c'est. Tu vois, donc de façon un peu cash, je suis obligée de lui dire, mais je suis très gênée de tout ça, mais ce serait combien, tu vois? Et là, elle me dit qu'elle peut me prêter 1 200 €. Donc là, on est estomaqué. Elle ne me connaît pas. Elle a juste pitié de mon histoire. Et en fait, je dis, mais c'est super gentil, mais évidemment que si vous nous prêtiez cet argent-là, on vous fait un virement international tout de suite derrière. Pour nous, ça c'est faisable. On avait accès à un ordinateur, on pouvait faire ça, si tu veux. Donc je lui dis, bah écoutez, il faut qu'on réfléchisse avec mon mari. On est très très gênés. C'est vrai que pour le coup, ça c'est pas du tout notre culture en France de se prêter autant d'argent comme ça entre des gens qui se connaissent pas, tu vois. Enfin. Bon voilà, mais ça c'est une première lueur d'espoir qui s'ouvre en fait ce soir-là où en fait je me dis tiens, si on a cette somme-là en liquide, on va pouvoir racheter des billets de train et peut-être qu'on va pouvoir continuer le voyage à un moment donné avant de trouver une autre solution pour à nouveau renflouer les caisses, tu vois, je savais pas trop. Donc elle, ça a été quelqu'un de très important dans l'histoire. Et en fait, elle nous l'a dit, elle dit voilà, moi j'ai fait mes études, j'ai appris le français en France, j'ai fait mes études à Lyon pendant 4 ans et ma maman, elle a conscience que l'État français, en tant qu'étudiante étrangère mal logée, a financé mes études et elle dit pour elle, c'est une façon de remercier la France. Et j'ai trouvé ça hyper classe, quoi, tu vois, enfin vraiment. Ouais, c'est émouvant. Ouais, c'était très émouvant. De toute façon, j'ai pleuré tout le temps pendant plusieurs jours, tu verras. Il y a plein d'autres moments où j'ai eu l'occasion. Bon là, donc ça c'était assez fort. Après, on a mon cousin qui bosse dans une multinationale qui m'avait très vite envoyé un message pour me dire qu'il avait un pote japonais qui vit au Japon, qui s'appelle Shin, qui parle parfaitement l'anglais et qui pouvait aussi éventuellement m'aider. Et Shin s'était aussi proposé pour nous prêter de l'argent si on avait besoin. Et en fait, comme à ce moment-là, j'ai l'interprète qui s'est proposé, à Shin, je lui fais comprendre que sur le moment tout de suite, peut-être je vais pas avoir besoin de son argent à lui. Mais Shin a été avec moi au téléphone pendant 8 heures au poste de police. Il a parlé aux policiers. Il m'a fait ma psychothérapie au téléphone pendant 8 heures. Enfin, vraiment, des gens, mais tu vois, avec le cœur sur la main et surtout des gens qui ont été touchés personnellement de cette histoire. Je te dis vraiment, ils l'ont tous vécu comme un affront personnel, quoi. Donc lui, Shin a été quelqu'un de formidable et il a continué de nous aider d'ailleurs sur la suite du voyage. Et puis aussi, j'ai contacté un organisme qui s'appelle l'OLES. Alors, je donne ce nom parce que ça peut vous aider si un jour vous vous trouvez au Japon dans une situation délicate. Ça veut dire organisme local d'entraide et de solidarité. Et en fait, c'est un organisme de Français et de francophones, que ce soit des Japonais francophones ou des Français qui vivent au Japon, et qui ont monté une association avec que des bénévoles pour aider sur place les Français qui ont des soucis au Japon. Alors la plupart du temps, c'est plutôt des expats qui arrivent au Japon pour s'installer, qui ont des difficultés sociaux, tu vois, des problèmes de travail, enfin des choses comme ça. Et j'avais trouvé leurs coordonnées avec Facebook. En fait, j'étais dans un groupe Facebook de voyager au Japon et quelqu'un très vite, quand j'ai raconté notre histoire pour que les gens fassent attention dans les onsen, en fait, quelqu'un m'a envoyé ces coordonnées-là et j'ai eu au téléphone un gars qui s'appelle Koichi, un japonais qui parlait super bien français et qui a été mais d'une douceur au téléphone, pareil, pendant des heures. Il me rappelait, il parlait aux policiers, il expliquait ce qu'on voulait, il me rappelait pour me refaire de la traduction pour être sûr qu'on ait bien compris. Enfin, pareil, il a été d'un soutien mais sans faille. Et c'est vrai que là, on avait le cœur regonflé de tous ces gens, tu vois, qui voulaient tout faire. En fait, ce qu'on a vite compris, c'était que arrêter notre voyage, ça, c'était le déshonneur absolu pour eux. Les Français qui auraient été obligés de repartir en France parce qu'on les a contraints d'arrêter un voyage à cause de ce vol, pour eux, c'était pire que tout. Et donc, on sentait que tout le monde se mettait en branle pour qu'on continue le voyage. Alors moi, j'avais qu'une envie, c'était ça. De toute façon, moi, ça faisait 5 jours qu'on était au Japon, j'avais pas une seule seconde imaginé qu'on rentre à la maison, tu vois. Mais n'empêche que c'était vraiment leur objectif, c'était qu'on continue. Et donc, ils nous ont vraiment donné du courage pour ça à chaque fois, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'OLES a réussi à joindre le patron de l'auberge où on devait aller le lendemain. Et en fait, c'est le patron de l'auberge qui est venu nous chercher. Mais en fait, ça, c'est un bon plan. Tout le monde vient vous chercher partout, vous amène ouais, partout. Non, ça n'a marché que pour ça, mais c'était quand même génial.
C'est-à-dire que comme sur cette péninsule, c'est quand même bien difficile de circuler. J'avais envisagé un taxi, mais c'était pas possible parce que c'était la fête de Obon. Alors Obon, c'est la fête des morts au mois d'août. C'est une très grande semaine pour eux et tout est bloqué à Obon, donc pas possible d'avoir un taxi. Les trains et les bus, c'était tout à fait imaginable vu qu'on avait de l'argent. Enfin, avec les 200 € de la petite dame du Onsen, on avait quand même de quoi s'acheter à ce moment-là. Juste les billets, tu vois, les billets de train, tout ça, ça passait. Sauf que ça nous, je sais plus, je crois qu'on mettait 4 heures ou 5 heures pour rejoindre une auberge à 30 kilomètres au nord, tu vois. Donc, en fait, l'aubergiste, c'est un jeune très sympa, l'auberge, d'ailleurs, je donne son nom, c'est le Knot Hotel, sur la péninsule de Izu, qui est une petite auberge de jeunesse, c'est un bijou. C'était vraiment super chouette. Est venu nous chercher. Et donc, c'était une des premières rencontres qu'on a fait, tu vois, de quelqu'un qui a fait ce geste pour nous. Et pareil, qui était désolé pour nous et qui disait c'est la moindre des choses que je vienne vous chercher après ce qui vous est arrivé. Enfin, tu vois, vraiment, vraiment adorable. Donc voilà, donc on a repris le voyage à ce moment-là, tout en sachant pas trop vers quoi on allait. Une fois qu'on est arrivé dans cette petite auberge dans la ville de Shuzenji, j'ai pris un train moi toute seule et je suis allée rencontrer l'interprète qui m'a remis les sous de sa maman. T'as encore pleuré? Ah bah oui, évidemment. D'abord, elle pleurait, en fait. C'est ça qui est dingue, quoi. Elle m'a vu arriver, elle commençait à pleurer, en fait. Et je me disais, mais c'est fou. Enfin, tu vois, elle était mais tellement mal pour nous. Enfin, pareil, quoi. Elle me disait, je suis vraiment désolée de ce qui vous arrive là. Tu sais, les gens avaient tellement peur qu'on garde une image du Japon négative, en fait, avec cette histoire-là, qu'ils étaient vraiment très mal. Mais là, c'était chouette parce qu'on a pris un petit café à la gare ensemble pendant 1 heure. On a bien papoté. Elle m'a raconté son histoire, ses études de français en France, sa vie en France. Et du coup, c'était chouette parce que j'ai pu lui confier, moi, tout le désarroi que j'avais perçu au poste de police. Et elle pouvait m'interpréter. Parce qu'en fait, elle a su m'interpréter ça aussi puisqu'elle connaît la façon de raisonner, de réfléchir qu'ont les Français. Donc, elle savait, elle a pu m'expliquer. Et elle m'a dit, vous savez, les gens derrière l'uniforme, ils sont comme ça. Mais quand vous rencontrerez les individus à titre privé ne sont pas du tout comme ça. Et elle était la preuve vivante que j'étais déjà en train de vivre ça. Donc là, c'était vraiment super. On a fait juste une toute petite journée à Shuzenji où on a visité la ville, c'était très mignon, tout ça. Et puis après, là, il a fallu aller dans les Alpes japonaises parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que j'avais quand même toutes mes résas bloquées, que je pouvais plus être remboursée si j'annulais, pour la plupart. Et en même temps, tu sais, quand t'es sur Booking ou Airbnb, t'as donné tes références carte bancaire et ma carte bancaire était opposée. Et je ne pouvais pas donner de nouvelles références carte bancaire puisque je n'avais pas ma nouvelle carte bancaire encore. En fait, avec chaque établissement, il a fallu expliquer la situation. Du coup, on se retrouvait à devoir payer en liquide des choses qui n'étaient pas prévues qu'elles soient payées en liquide. Et donc, notre liquide fondait à vue d'œil. Enfin, tu vois, en fait, il faut vraiment comprendre que cet événement, il a été traumatisant le jour J, il a été traumatisant le lendemain. Et en fait, ça n'a fait que continuer dans les jours qui ont suivi parce qu'en fait, on s'est retrouvé bloqué à plein d'étapes. En titre d'exemple ultime, ce qu'on a vécu, c'est à Kyoto. Donc, tu vois, à Kyoto, on avait déjà fait les Alpes japonaises. Donc, on a passé 3 jours dans les Alpes japonaises. Après, on arrivait à Kyoto. On avait donc racheté ces fameux JR Pass Ouest grâce à un achat en ligne. Donc, en fait, en ligne, j'avais payé, je crois que j'ai une carte Revolut, donc j'avais fait avec ça. J'avais réussi à peu près en ligne, c'était possible. J'avais plus la carte physique non plus, mais en ligne, j'avais réussi à le faire. Donc, j'étais soulagée, tu vois. Je me dis, c'est bon, on va arriver à Kyoto, on va pouvoir avoir notre pass de l'Ouest. Et en fait, 45 minutes de queue, pour accéder au comptoir. Parce qu'en fait, en même temps, il y avait typhon à Kyoto. Enfin, tu vois, il y avait eu des typhons. C'était la saison des typhons en août. Donc, il y avait eu des gens qui avaient tout loupé leur train avait été annulé, etc. Donc, on se retrouve dans une queue qui fait 45 minutes parce que tout le monde a des soucis avec le train. Et moi, j'arrive au comptoir pour retirer mes passes papier, les fameux papiers qui sont toujours dans le même système. Là, je suis très confiante. Tu vois, je me dis, je les ai achetés, je les ai payés, ça a été débité de mon compte. Et là, le gars me dit, vous avez votre carte bancaire physique? Et là, je lui explique, je dis, non, je l'ai pas, en fait, je les ai achetés en ligne, nanana, on m'a volé ma carte, nanana. Et là, rebelote. Le mec impassible qui te dit que c'est comme ça et pas autrement. Tu n'auras pas tes JR Pass parce que tu n'as pas ta carte bancaire physique. Mais c'était marqué sur le site que tu devrais la présenter? Alors, je me souviens pas. Peut-être, mais je me souviens pas qu'il fallait l'avoir. En tout cas, c'était pas d'une évidence monstre, si tu veux. Alors là, mon mari, qui est toujours latin, qui lui recommence à s'énerver et à partir dans la négociation. Et là, je dis à Pierre, mais ça sert à rien. On va négocier pendant 30 minutes pour qu'à la fin, quoi qu'il arrive, on nous dise non. Donc, on perd du temps, là. Ça fait déjà 45 minutes qu'on fait la queue, on visite pas Kyoto, là. Donc, laisse tomber, quoi. Donc, on s'est un peu pris la tête au comptoir avec tous les petits Japonais qui attendaient derrière. C'était l'horreur. Et qui devaient se dire, mais mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ces étrangers qui viennent faire de la négociation à un comptoir japonais? Ils savent pas que ça n'existe pas, ou quoi, tu vois. Enfin, c'est un peu ça. Bref, donc, en fait, et là, c'était encore mieux, il a fallu annuler. Il nous a dit, vous devez annuler vos billets et les racheter en liquide. Donc, annulons les billets, mais on paye 20 € d'annulation. Bah ouais, c'est quand même notre faute aussi dans l'histoire. Donc, on a dû repayer à nouveau. On a vraiment l'impression d'être, tu vois, de payer. Il a fallu que Pierre retourne à l'appartement chercher du liquide et qu'on se refasse les 45 minutes de queue
pour racheter les Sherpas. Et il s'est même refait les 45 minutes de queue une troisième fois parce qu'il a oublié son guide du routard sur le comptoir. Et que quand il a voulu faire demi-tour et revenir en disant « Excusez-moi, j'ai oublié mon guide du routard », tout le monde l'a incendié en disant « Vous faites la queue comme tout le monde. Quelle que soit la raison pour laquelle tu dois venir au comptoir. » Donc lui, il s'est retapé. Moi, j'ai commencé à visiter avec les garçons et lui, il s'est retapé les 45 minutes de queue pour juste récupérer son guide. Tu peux pas ne pas péter un câble. C'est pas possible. En fait, voilà, il y a un moment, j'avoue que là, tu sais, tu finis par te dire, mais je suis découragée un peu là, tu vois, ça commençait à être compliqué quand même. Bon, et puis finalement, on s'est réparé, on a vu des trucs super chouettes, et puis voilà, ça a été dur. Bah oui, parce que, comme tu le dis, il y a eu l'événement, mais le temps que ça a pris derrière pour trouver des solutions, pour être à nouveau confronté à la rigidité japonaise, en même temps, avoir aussi ces personnes qui vous ont aidé, enfin, c'est le jour et la nuit. C'est l'ascenseur émotionnel en permanence, en fait. Ah ouais, complètement. Et alors, dans les très belles rencontres qu'on a faites, il y en a eu 2 qu'il faut absolument que je cite aussi, qui sont le moine, dans les Alpes japonaises, à Takayama, on dormait dans un temple. Et là, il y avait un moine qui nous accueillait, en fait, à qui j'avais écrit pour dire, je suis désolée, voilà ce qu'on vient de vivre, je sais même pas si on va arriver jusqu'à vous. Tu vois, il y a eu un moment, je l'ai alerté pour lui dire, je sais pas si on va arriver à rejoindre Takayama. Bon, finalement, je l'ai tenu au courant. Et alors lui, clairement, on est arrivé, il nous a serré dans ses bras, tu vois. Alors que, tu vois, on le connaissait pas. Enfin, c'était super beau. Et le lendemain matin, il faisait la cérémonie du matin, donc petite cérémonie bouddhiste qui a lieu tous les matins très tôt, là, à 7h. Il y avait que Pierre, moi et une petite dame du quartier. Il nous a fait 40 minutes de cérémonie. Et à la fin de la cérémonie, il s'est retourné vers nous. Alors, il y avait la petite dame à côté qui ne peut pas bien comprendre ce qui se passait, où il a fait une espèce de sermon, si tu veux, pendant 10 minutes, adressé que à Pierre et à moi, sur la philosophie bouddhique, à savoir que dans tout événement qui peut te sembler a priori insurmontable et négatif, il faut savoir retourner la pièce de monnaie et aller voir ce qu'il va y avoir de bon derrière. Et c'était, mais pareil, moi j'avais les larmes aux yeux quand il nous parlait de ça. Alors il a fait ça en anglais, il parlait très bien l'anglais. Et il a raconté tout ça en disant vraiment, vous allez surmonter cette petite épreuve. Pour l'instant, ça vous semble compliqué, difficile, mais vous allez voir, vous allez faire des rencontres, vous allez trouver du bon. Et il avait complètement raison parce que déjà, lui en soi, c'était une partie du bon qu'on a vécu. Et puis, Shin, ce fameux copain là de mon cousin, nous a prêté de l'argent via une copine à lui qui s'appelle Tomoa, qui était par hasard à Takayama dans les Alpes japonaises chez ses parents ce week-end-là et qu'on est allé retrouver à 8h du matin dans la maison de ses parents pour qu'elle nous remette l'argent. En fait, c'est elle qui, sur son compte, a prélevé le liquide pour Shin, tu vois, et après Shin, ils se sont arrangés entre eux, et elle nous a remis le liquide. Pareil, une somme 1 000 €, je crois. Enfin, tu vois, une très grosse somme, quoi. Et du coup, elle nous a fait rencontrer ses parents, qui étaient des gens charmants. Ils nous ont fait visiter leur maison, une vraie maison traditionnelle de Takayama, dans laquelle on serait jamais rentré si on n'avait pas vécu ça, tu vois. Donc, en fait, on a quand même vécu des choses assez extraordinaires, les unes derrière les autres, grâce à cette histoire. Et donc, votre assurance carte bleue? C'est le sujet qui fâche. Oui, mais comme tu l'as évoqué, on ne peut pas finir avec ça. Bah écoute, je sais pas quoi te dire parce qu'en fait, donc on a une carte, je vais pas citer les noms parce que voilà, mais clairement très 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 connue, très connue, qui normalement fonctionne avec un organisme d'assurance et d'assistance très connu. Et dans notre contrat, on était censé avoir une assistance financière d'urgence qui, en cas de vol de ta carte bancaire, peut normalement te dépanner d'une certaine somme de liquide en urgence que tu rembourses après, mais on est censé pouvoir quel que soit l'endroit où tu sois dans le monde, on est censé dans les 48 heures pouvoir te donner du liquide. Et même te donner une carte bancaire de dépannage, tu vois. Et ben, on n'a jamais réussi à enclencher cette assistance. Sur tous les appels que nos copains, notre famille a passé depuis la France, tout le monde leur disait mais non, ils ont pas droit à ça, alors qu'on savait que si. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. J'ai fait une réclamation, je n'ai toujours pas de réponse à ma réclamation 3 mois après. J'ai même déclenché, pour tout te dire, ma protection juridique pour essayer d'insister, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont très forts en assistance médicale, mais que sur cette assistance financière d'urgence, en fait, je pense que j'ai eu 15 personnes différentes au téléphone. Tous me confirment qu'on a droit à cette assistance dans notre contrat. Personne n'est capable de me dire qui gère ça au sein de la société. Comment c'est possible? Vous étiez pas les premiers à en avoir besoin. Ah non. Et je peux te dire que j'ai passé je sais pas combien de coups de téléphone à notre retour pour essayer d'avancer sur cette histoire-là. Donc non, aujourd'hui, on n'a eu absolument rien côté assistance et assurance. Voilà, donc je sais pas comment ça va se terminer. Et puis surtout, on est embêté parce qu'on n'a aucune réponse sur nos voyages futurs. C'est-à-dire qu'on n'arrive toujours pas à savoir si ça nous arrive à nouveau, comment on déclenchera cette assistance financière d'urgence. Voilà, on n'a pas de réponse sur ça. Tu nous diras quand tu auras la réponse. Ouais, c'est ça. Waouh, quelle histoire!
Je l'ai revécu là aussi avec toi après l'avoir lu cet été un petit peu en décalage, mais quand même, et je me souviens que j'avais justement pas vu ton message juste après cet événement et que je l'ai vu 2 jours après et j'étais mais tellement désolée de pas avoir été disponible, d'essayer de trouver moi aussi des solutions. Je crois qu'il y avait pas vraiment de solution. C'est toute notre famille et nos amis depuis la France. En fait, tout le monde nous disait mais on vous envoie de l'argent, on vous envoie de l'argent. On disait mais en fait c'est pas le problème, c'est qu'on ne peut pas le récupérer. On a de l'argent sur notre compte, on avait notre compte, il y avait ce qu'il fallait, on avait prévu et c'était impossible à récupérer quoi. Une histoire de fou. Alors après, on a eu de la chance parce que quand même, grâce au réseau, parce que j'avais publié cette histoire dans Facebook juste pour au moins témoigner et dire aux gens attention, si vous êtes au Japon, il va falloir faire attention. Et d'ailleurs, c'est très rigolo. La fille qui a écrit le blog, qui est je crois une Canadienne ou une Québécoise, était dans le même groupe Facebook et m'a contactée en MP pour me dire je crois que je suis celle qui a écrit le blog qui vous inspirait ce voyage et je pense que vous êtes allée dans le onsen dont je parlais. Et donc, je lui dis, bah oui, c'est ça. Elle m'a dit, écoutez, je vais tout de suite faire une modif pour dire de faire gaffe, de faire gaffe à ces affaires. Je dis, bah ouais, bah après, vous y êtes pour rien. Hein. Moi, j'avais qu'une envie, c'était d'y aller dans ce onsen. Et en fait, avec ces réseaux sociaux, tu vois, on a encore eu des belles expériences. Il y a eu une famille de Marseille qui a lu notre histoire, qui était allée au Japon au mois de juin. Tu vois, par pure empathie, ils nous ont payé une visite guidée à Uji, une petite ville au nord de Kyoto, pour la visite de Uji, avec un guide qu'ils avaient adoré. Et ils nous ont dit, voilà, si ça peut vous aider à vous réparer un peu, vous sentir mieux, ça nous fait super plaisir de vous offrir ça. Alors, tu sais, tu te retrouves, enfin, t'y crois pas, tu te dis, il y a des gens quand même vraiment géniaux, quoi. Enfin, il y a vraiment des gens adorables qui sont prêts à te payer alors qu'ils te connaissent pas, ni d'Ève ni d'Adam. Bah, ils te payent une matinée de visite et on a adoré, on a passé un super moment. Il y a eu une petite cagnotte qui s'est constituée sur Facebook pour nous, tu vois, pareil d'un gars qui vit au Japon, qui est marié à une japonaise et qui était dégoûté, enfin qui a voulu, voilà, il y a eu plein de petites initiatives comme ça très touchantes en fait, qui ont vraiment rendu cette expérience clairement moins douloureuse, moins traumatisante et qui nous ont aidés à voir qu'il y a du bon partout dans les gens, qu'on soit français, japonais, au plan international, tout le monde a du bon en soi. Clairement, on est rentré en contact avec ces différentes personnes japonaises et on est rentré en contact avec la culture japonaise dans cet aspect-là. Chose qu'on n'aurait pas du tout touché du doigt, je pense, si on avait fait un voyage un petit peu plus classique. Bon, et bah comme ça, vous saurez ce qu'il ne faut pas faire. Alors ça m'embête parce que tu vois, je me suis dit je vais démonter un mythe, le mythe que le Japon est un pays de douceur, de paix, tu vois, de choses qui ne sont qu'agréables, parce que les gens reviennent toujours en France en disant oh là là, mais la France c'est tellement dur quand t'as vu le Japon. Enfin, voilà. Et en fait, non quoi. Enfin, clairement. Et d'ailleurs, tout peut arriver, premièrement. Et puis les bénévoles de l'OLES là, ils nous ont dit en fait, vous êtes rentrés en contact avec le vrai Japon. Et le vrai Japon, en fait, aujourd'hui, il a toute sa part de vie difficile. Toute une partie de la société vit difficilement au Japon quand même. En fait, on voit que le bel aspect quand t'es en touriste, en fait. Mais il dit non, il y a quand même des vols, c'est exceptionnel. L'ambassadeur nous a dit que c'était arrivé, c'était la seule fois qu'il avait vécu ça en 10 ans d'exercice. Mais ça arrive et donc ouais, il faut pas complètement se faire des illusions. Et il faut pas complètement abandonner ses réflexes de protection des choses de valeur quand on est en voyage, quoi. On le fait partout ailleurs, il faut aussi le faire au Japon, en fait. Oui, c'est ça. C'est dire que même si la probabilité que ça t'arrive, elle est plus qu'infime, je crois, la preuve, c'est que ça nous est tombé dessus. Alors après, on se dit que peut-être on a immunisé, je sais pas, tous les Français qui vont y aller pour les 10 ans à venir. Oui, et en parallèle, tout le monde a entendu des histoires de téléphones oubliés dans le métro et qu'on retrouve sans problème 2 secondes après. Ah oui, aussi, ça aurait été dommage. À Tokyo, mon mari avait oublié son téléphone dans le taxi. Le téléphone a été retrouvé. On a passé une après-midi entière dans le taxi suivant pour aller à la société de taxi et le rechercher. Mais oui, ça, c'était la toute petite galère de démarrage. Tu vois. Oui, mais ça, en France, jamais tu le retrouves. Exactement. En fait, peut-être qu'on avait été aussi confortés par ça, tu vois. C'est-à-dire que avec Pierre, on s'était dit, t'as vu, ils ont raison, effectivement, ici. Ou alors c'était un signe qu'il fallait faire hyper gaffe. Peut-être, je sais pas. Clairement, on a eu, je pense, une dimension supplémentaire avec cette histoire-là. On a eu un stress énorme, clairement. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas voyagé serein pendant les 10 jours qui ont suivi parce que t'es stressé par tout ce qu'il y avait comme conséquence. Mais je crois aussi que ça m'a, moi, permis de mesurer, tu vois, et de profiter encore plus des moments qu'on vivait dans ce Japon, parce que j'avais vraiment conscience qu'on avait failli passer à côté et que je voulais
essayer d'appliquer la philosophie du moine et de me dire non, prends ce qu'il y a de tout de bon là, vas-y, engrange, parce que voilà, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de blessure, et c'est ce qui comptait. Et on a quand même réussi coûte que coûte à poursuivre ce voyage à peu près comme je l'avais prévu, quoi. Donc c'était chouette. Si on veut te suivre dans tes aventures, puisque tu repars bientôt, qu'est-ce qui va encore vous arriver? Je sais pas, on verra. Que du bon, j'espère. Mais la plupart du temps, c'est vraiment pour voyager avec vous dans tous les pays que vous visitez. Donc, on te suit comment? Alors, j'ai un blog qui s'appelle lestisonsontheroad.com. Donc, Tison, c'est notre nom de famille, Tison, tout attaché, et on a accès au blog et à tous les pays et la France aussi, parce que je me suis rattrapée. J'ai commencé à mettre nos escapades françaises. J'ai réalisé que je sais pas pourquoi j'avais pas mis la France dedans, alors que c'est tellement beau aussi, la France. Ça mérite largement sa place. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Oui. Bon, écoute, bonne fin de journée et à bientôt. Oui, merci. À bientôt, Stéphanie. Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez en ce moment, ce serait vraiment dommage de louper les prochains. Vous pouvez me retrouver sur le blog famille et voyage avec un s.com ou sur Instagram à famille et voyage toujours avec un s. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.